Merci Bernard pour cette invitation à parler ici. Et je vais donc un peu continuer sur cette question du modèle d'Ising en champ aléatoire. Donc, une première chose d'abord, c'est que l'essentiel des travaux que j'ai faits sont avec Mathieu Tissier, qui est à Paris avec moi, et plus récemment avec Ivan Balog, qui est à Zagreb, et qu'une petite revue des résultats et des discussions récentes sur le modèle d'Ising en champ aléatoire est contenue dans cet article de European Physical Journal en 2020. Donc je reprends ce que Bernard nous avait dit, c'est-à-dire la définition du modèle, qu'on peut faire soit sur réseau, donc un modèle ferromagnétique de spin d'Ising, qui sont donc soumis à un champ magnétique aléatoire, si on veut, avec des variables qui vont être prises indépendantes, distribuées indépendamment, avec la même distribution, et une variance qu'on va appeler delta. Donc des spins plus ou moins 1 sur un réseau. Il est commode aussi, comme on s'intéresse aux propriétés à grande échelle, propriétés critiques, en fait, souvent commode de prendre plutôt la limite continue pour des spins mous. Donc on peut considérer qu'on a fait déjà une forme de coarse graining des variables. On a remplacé les spins d'Ising plus ou moins 1 par des spins mous. On a remplacé le réseau par l'espace continu. Et ce qui est habituellement ce qu'on fait en théorie des champs, on a remplacé la question de cette énergie par, si on veut, une action, ce qu'on appelle une action d'un champ scalaire, qui va simplement être l'équivalent d'abord de ce qui est le modèle d'Ising ferromagnétique dans la limite continue, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie Φ4. Voilà, donc une théorie donc ça, c'est un champ, phi de x maintenant est un champ réel, scalaire. Cette théorie Φ4 a la même symétrie que le modèle d'Ising ferromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie d'inversion Z2 entre plus phi moins phi, et puis on rajoute maintenant un champ ou une source aléatoire qui est donc linéairement couplée à phi de x, avec de la même façon h de x, on va prendre ici égal à 0, et h de x' qui va être une variance et une fonction delta. Voilà, donc ce sont à grande distance, ce sont des descriptions équivalentes du problème. Ces modèles décrivent, ce qu'il faut voir, c'est que les interactions sont à courte portée ici, et les corrélations du champ, on le voit, sont aussi à courte portée. On pourrait généraliser le modèle quand il y en a besoin pour décrire certains systèmes, en considérant par exemple des interactions en loi de puissance à longue portée ou des corrélations du champ à longue portée. Deuxième chose, c'est que le champ aléatoire ici, on le voit, il brise localement la symétrie d'inversion. Mais ce qui va se passer, c'est que si on choisit par exemple, ce qui va être souvent le cas, des distributions du champ, donc que Bernard avait appelé ρ de h, qui sont symétriques par rapport à h égale 0, on va retrouver ce qu'on appelle une symétrie, une invariance statistique par inversion des champs. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait les moyennes sur le désordre, on va retrouver cette symétrie Z2 du problème. Troisième chose que je voulais dire là-dessus, c'est que je vais me concentrer sur le problème du modèle d'Ising en champ aléatoire, que je vais parfois, par habitude, appeler RFIM par son acronyme en anglais, à l'équilibre. Mais on peut l'étudier aussi hors équilibre. C'est quelque chose que Bernard a rapidement mentionné, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une dynamique, le forcer à température nulle sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, et c'est un problème d'hystérèse, d'avalanche et de bruit Barkhausen, et c'est quelque chose qui a été notamment étudié beaucoup par Jim Setna
et ses collaborateurs à partir des années, dans les années 93 et après. Donc ça serait hors équilibre, hystérésis, et j'y reviendrai peut-être à la fin. Voilà. Un point important du comportement du modèle d'Ising en chaîne aléatoire, c'est que, et je vais expliquer ce dont il s'agit, le point critique, donc le comportement critique, est contrôlé par ce qu'on appelle un point fixe à température nulle. On l'a déjà vu dans l'argument d'Imrima. Ce qui compte pour déterminer si la transition a lieu ou pas, c'est une compétition entre énergies. L'énergie d'échange ou d'interaction et l'énergie due au champ aléatoire. C'est différent de ce qui se passe en général à une transition dans un système pur ou dans beaucoup d'autres systèmes désordonnés, où la compétition est plutôt entre une énergie et une entropie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les fluctuations thermiques sont importantes pour déterminer si la transition a lieu ou pas. Ce qui se passe dans le cas du modèle d'Ising en champ aléatoire, c'est que les fluctuations thermiques des champs sont négligeables à grande distance, à grande échelle, devant les fluctuations induites par le désordre. C'est-à-dire par les champs aléatoires. Donc ces fluctuations, ce sont des fluctuations statiques d'échantillon à échantillon qui sont dues aux champs aléatoires. Pour une des conséquences de cette propriété, c'est que le comportement critique va donc être dominé non pas par les fluctuations thermiques, mais par les fluctuations induites par le désordre, et c'est ce qui se manifeste par l'existence d'un point critique à température nulle, c'est-à-dire à température renormalisée nulle. Donc pour voir un peu ça, je vais montrer le diagramme de phase du modèle d'Ising en champ aléatoire. Donc ici, on a delta qui est donc la variance du champ et T la température. Et on va être dans une dimension D d'espace qui est plus grande que la dimension critique inférieure, donc on a vu qu'il était 2. Donc il y a une transition. Donc le diagramme de phase est simplement que si les champs sont nuls, on a ici la température critique du modèle d'Ising pur. Et en fait, on a toute une ligne de transition, ici, en champ aléatoire non nul, entre une phase désordonnée, paramagnétique, et une phase ordonnée, ferromagnétique, à basse température et petit désordre. Et donc ici, on a une transition à température nulle. Donc c'est ici l'argument d'Imrima se place suivant cette ligne pour savoir s'il y a une transition lorsque l'on varie le désordre. Bien, si maintenant on utilise le groupe de renormalisation, disons au moins là de façon avec les mains, c'est-à-dire qu'on va faire ces opérations de coarse graining, de remise à l'échelle, coarse graining, remise à l'échelle, et on va définir des quantités maintenant qui vont être des quantités renormalisées, des quantités courantes, qui vont être définies sur une échelle donnée, L, une échelle de longueur L si on veut, ou une échelle de, ça c'est longueur, ou une échelle d'impulsion ou de vecteur d'onde K. Donc on va définir comme ça une température renormalisée qui va être TL ou TK suivant la façon dont on veut. C'est exactement la même quantité, mais on peut le considérer soit dans l'espace de Fourier, soit dans l'espace réel. Donc c'est une grandeur température renormalisée à cette échelle.
Et ce que ça veut dire, le point fixe à température nulle, c'est que cette température renormalisée va tendre vers 0 avec un certain exposant, θ qui est donc positif. Donc la température va tendre vers 0 quand cette longueur va tendre vers l'infini, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de toutes les fluctuations, ou ce qui est équivalent quand les impulsions tendent vers 0, c'est ce qu'on appelle la limite infrarouge. Donc c'est le point fixe. Donc au point fixe, quand on aura inclus toutes les fluctuations, cette température renormalisée va tendre vers 0, donc au point fixe. On a l'habitude de représenter ça, du coup, sur le diagramme, en considérant maintenant que ce sont des quantités renormalisées, en montrant que sur la ligne critique, ici, qui séparait la phase ferromagnétique de la phase paramagnétique, en fait, la température va aller à 0. Le point critique, ici, on va considérer que c'est le point fixe du modèle pur. Même chose, le modèle pur, on sait que la température est une variable relevante, c'est-à-dire que je vais aller soit vers une phase désordonnée, soit vers la phase ordonnée, et vers le point fixe, ici, qui est le point fixe ordonné, qui décrit la phase ordonnée. Même chose ici, en fait, ce flot de renormalisation va donc aller vers le point à température nulle, qui est donc le point fixe à température nulle, à température renormalisée, donc nulle, bien sûr. Voilà. Et lui, même chose, c'est maintenant delta, la variance du champ qui va jouer le rôle de la variable relevante, et suivant l'endroit où je suis, je vais aller soit vers la phase, le point fixe de la phase ordonnée, soit vers la phase désordonnée. Donc ça, c'est un diagramme très schématique du flot de renormalisation qui montre, bon, d'une part, ce qu'expliquait Bernard, le critère de Harris, c'est-à-dire qu'un champ infinitésimal, un champ aléatoire infinitésimal, nous éloigne du point fixe d'Ising pur. Deuxièmement, que toute la ligne critique du modèle d'Ising en champ aléatoire est contrôlée par un point fixe à température nulle. C'est la concrétisation du fait que, dans le groupe de renormalisation, du fait que les fluctuations thermiques sont donc négligeables à grande distance par rapport aux fluctuations induites par le désordre. Alors, ça veut donc dire que l'essentiel des propriétés critiques à toute température peuvent être décrites en étudiant simplement le système à température nulle. Un des avantages, c'est que à température nulle, il y a du point de vue de l'étude numérique du modèle, il y a, grâce à un isomorphisme entre la recherche de l'état fondamental et un problème d'optimisation, théorie des graphes, qui s'appelle le mean cut max flow, le flow maximal. Grâce à cet isomorphisme, il se trouve qu'on peut mettre au point des méthodes numériques, il y a des algorithmes numériques qui permettent de trouver l'état fondamental à température nulle en un temps polynomial dans le nombre de spins du système. Donc c'est quelque chose qui est relativement rapide et qui permet d'étudier des systèmes numériquement très grands. Par exemple, on peut aller jusqu'à des systèmes de taille en 3D, de taille 256 au cube, ce qui pour un système désordonné est absolument gigantesque dans les simulations numériques. Et donc d'avoir une description assez précise, au moins en dimension 2, dimension 3, des modèles à température nulle. Donc ça, c'est une des conséquences du fait que les propriétés critiques sont les mêmes que les propriétés, essentiellement presque toutes les mêmes, que les propriétés à température nulle. La deuxième chose se voit sur les fonctions, par exemple sur les fonctions de corrélation de paires. Il se trouve qu'en présence de désordre aléatoire,
on peut définir deux types de fonctions de corrélation de paires. Il y a deux moyennes. Il y a la moyenne, Bernard nous l'avait expliqué, il y a la moyenne donc thermique, et puis la moyenne sur le désordre, sur le champ aléatoire. Donc c'est deux types de moyennes. Donc on peut définir une fonction de corrélation qu'on appelle en général connectée, en deux points x', qui ressemble à la fonction de corrélation du système pur. S'il n'y avait pas de désordre, ça serait la fonction de corrélation du système pur, moyennée sur le désordre. Mais on peut définir aussi donc une autre fonction de corrélation qu'on appelle déconnectée, qui est le reste. C'est-à-dire que ici, c'est un morceau qui est déconnecté par rapport à la moyenne thermique, mais qui est maintenant connecté par rapport à la moyenne sur le désordre. Donc on peut construire une autre fonction de corrélation qui est la fonction de corrélation qu'on appelle déconnectée. Et ce qui se passe, c'est qu'au point critique, donc au point critique, donc ces fonctions de corrélation sont maintenant, ont une invariance d'échelle, donc décroissent en loi de puissance. La fonction connectée à la décroissance habituelle de la fonction de corrélation comme dans un modèle pur, donc avec un exposant d-2 plus eta, où eta va être ce qu'on appelle une dimension anormale. Mais la deuxième fonction de corrélation, au point critique, décroît avec beaucoup plus lentement, donc est beaucoup plus dangereuse, si on veut, décroît comme d-4 plus une autre dimension anormale, eta bar. Donc la présence des champs aléatoires fait qu'il y a deux fonctions de corrélation qui, toutes les deux, ont des décroissances en loi de puissance au point critique, des décroissances différentes, et ce que nous disent les lois d'échelle autour d'un point fixe à température nulle, c'est que les deux dimensions anormales sont reliées, c'est-à-dire qu'une relation d'échelle qui est que θ, l'exposant de la température, vaut 2 plus eta moins zeta bar. Voilà, donc ça c'est une des conséquences de l'existence d'un point fixe à température nulle. En champ moyen, pour reprendre un exemple simple, eta, les dimensions anormales sont nulles, eta et eta bar valent 0, donc la fonction connectée décroît en distance à la puissance d-2, la fonction déconnectée décroît en distance à la puissance d-4, donc on voit qu'il y a une différence de 2 dans les décroissances des deux fonctions. Et en fait, cette fonction qui décroît le plus lentement, c'est elle maintenant qui va contrôler, par exemple, les corrections autour du champ moyen, notamment le critère de Ginzburg. Et c'est ce décalage de 2 qui fait que la dimension critique supérieure, dont Bernard a parlé, et au lieu d'être 4, elle est de 4 plus 2, c'est-à-dire qu'elle est de 6. Donc le fait que cette fonction de corrélation déconnectée décroisse de manière beaucoup plus lente avec la distance que la fonction de corrélation connectée ou que la fonction de corrélation usuelle explique le changement de dimension critique supérieure. La température, donc, comme je l'ai dit, tend vers 0, c'est-à-dire que la température est irrelevante du point de vue du groupe de renormalisation. Mais ce qui se passe, c'est que la température est irrelevante, donc, mais elle est en fait dangereusement irrelevante. Irrelevante ou non essentielle ou non pertinente. Je sais que Bernard a donné plusieurs
dangereusement innovant. Ça, c'est l'aspect important. Ça veut dire que, bon, en général, quand une constante de couplage, quand un opérateur est simplement irrelevant, ça veut dire qu'il ne va pas affecter le comportement critique dominant. Bien sûr qu'il va avoir des propriétés singulières, il va avoir une dimension, il va avoir des choses comme ça, mais il ne va pas affecter le comportement critique dominant. Le fait que la température ici soit dangereusement irrelevante, ça veut dire qu'il va y avoir une modification de certaines relations entre exposants critiques. Et deuxième élément, les fluctuations thermiques vont être anormales, bien sûr à température plus grande que 0. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles vont être anormales? Ça veut dire que si je regarde par exemple la susceptibilité magnétique, qui est en fait l'intégrale de la fonction de corrélation connectée, donc cette susceptibilité magnétique en fait est fortement non automoyennante. Donc c'est une quantité telle que en fait, sa variance divisée par sa moyenne au carré diverge lorsque la taille du système diverge. Donc ça, c'est un effet de fluctuation thermique anormale. Encore une fois, à t égale 0, ces fluctuations sont toujours sous-dominantes, ces fluctuations sont toujours sous-dominantes de toute façon par rapport aux fluctuations liées au champ aléatoire, mais sur certaines quantités à température non nulle, elles ont un effet important. L'autre effet important, c'est la question du ralentissement critique. C'est-à-dire qu'à température finie, donc à l'approche du point critique ici, la relaxation vers l'équilibre devient de plus en plus lente. C'est un phénomène complètement général qui s'appelle le ralentissement critique, et le temps de corrélation, le temps de relaxation diverge au point critique. La façon dont le temps de corrélation diverge est extrêmement rapide, si on veut ici, c'est-à-dire que le ralentissement critique est anormalement, à nouveau, lent. Ou anormalement fort, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est-à-dire que c'est le log du temps de relaxation, taux, du système, qui va diverger avec la longueur de corrélation en loi de puissance, avec psi, un exposant plus grand que 0. D'habitude, dans un point critique usuel, le ralentissement critique nous dit que le temps de relaxation taux varie comme une loi de puissance, taux lui-même, comme une loi de puissance avec la longueur de corrélation, avec un exposant dynamique qu'on appelle z. Ici, formellement, z est infini, et c'est en fait le log de taux, c'est-à-dire qu'il y a des barrières d'énergie libre à la relaxation qui divergent lorsqu'on s'approche du point critique et que xi, la longueur du corrélation, donc, diverge. Bien. Tous ces raisonnements sur le point fixe à température nulle ont été introduits par Daniel Fisher, Villain, indépendamment, mais exactement au même moment, Bray et Moore, dans les années 85-86. Donc ça, c'est une spécificité, disons, du comportement critique du modèle d'Ising en champ aléatoire, et une des descriptions phénoménologiques de ce phénomène a été faite en termes d'excitation particulière, qu'on appelle les excitations en forme de gouttelettes ou de droplets, sur lesquelles je reviendrai peut-être. Donc, quelles sont maintenant les questions qui se posent, donc les questions ouvertes ou les puzzles qui se posent à propos du RFIM, donc du modèle d'Ising en champ aléatoire. Donc je vais en mentionner quelques-unes.
encore que Bernard en a déjà mentionné aussi. Donc la première qui a fait couler, qui continue à faire couler pas mal d'encre, est donc la question de la réduction dimensionnelle. Donc, on va dire question ou puzzle. Donc la réduction dimensionnelle. Bon, Bernard a expliqué de quoi il s'agissait, c'est-à-dire que la théorie de perturbation et le formalisme, disons, supersymétrique de Parisi et Sourlas nous disent que donc, le comportement critique du RFIM en dimension D est le même du point de vue de tous les exposants, du point de vue des lois des fonctions de scaling, etc., le même que celui du système pur, sans champ aléatoire, en dimension D-2. Donc, par exemple, j'avais introduit les exposants ici, ça veut dire que le état bar en dimension D du RFIM va maintenant être égal au état en dimension D, toujours du RFIM, et ces deux-là vont être égales au état du modèle pur en dimension D-2. Donc, ça, c'est un des exemples d'exposants qui sont donnés par la réduction dimensionnelle. Et l'exposant de la température θ est égal à 2. Il est fixé à 2 en toute dimension. Bon, le problème n'est pas de savoir, encore une fois, parce qu'il a été tranché, comme l'a dit Bernard, du point de vue de la physique mathématique, le problème n'est pas de savoir si la réduction dimensionnelle est juste en dimension 2 ou 3. On sait qu'elle est fausse en dimension 2 ou 3. Le problème est plus de savoir état égale état bar en champ moyen, c'est ce qui est égale 0, c'est ce qui est vérifié en champ moyen. θ égale 2, c'est ce qui est en champ moyen. Donc, au niveau de la dimension 6, on s'attend à ce que, même si ce n'est pas très puissant, on s'attend à ce que la réduction dimensionnelle éventuellement soit valable. On sait qu'elle n'est plus valable en dimension 2 et 3. Donc, la question, c'est de savoir quel est le mécanisme par lequel la réduction dimensionnelle devient fausse, et est-ce qu'on peut comprendre en termes physiques, pas simplement formels, qu'est-ce qui est responsable de cette brisure, si on veut, de la réduction dimensionnelle qui avait été proposée. Donc ça, c'est la première question. Une autre question, ça va être la question du nombre d'exposants critiques indépendants, sur lequel il y a pas mal de débats aussi. Il y a eu pas mal de débats. On sait que, comme il y a des relations d'échelle, il y a des relations entre les exposants à un point critique, dans un point critique usuel, le comportement critique, où il y a tous les exposants, alpha, bêta, nu, etc., gamma, delta, en fait, se ramène à la connaissance de deux exposants indépendants. La question ici est de savoir, est-ce que l'exposant θ est un troisième exposant indépendant? Ce qui semble assez naturel, vu la façon dont la température intervient dans le problème, mais il avait été suggéré par Schwartz et ses collaborateurs en 1985, qu'en fait, l'exposant θ est toujours égal à 2 moins zeta, donc il est relié à un autre exposant, et ce qui a comme propriété que eta bar, en l'occurrence, vaut 2 zeta. Donc voilà, ça c'est un des débats qu'il y a eu et qu'il y a éventuellement sur le nombre d'exposants indépendants. Une autre discussion, un autre débat, c'est comment obtient-on la loi d'échelle dynamique activée et que vaut psi, l'exposant
l'exposant qui décrit la croissance des barrières à la relaxation. Autre question, la question de l'universalité en fonction du désordre. De la distribution du désordre. Par exemple, Bernard a dit en champ moyen, lorsqu'on fait le champ moyen, suivant la distribution du désordre que l'on prend, donc si on prend un désordre bimodal ou si on prend un désordre gaussien, on va avoir une transition de second ordre, puis une transition de premier ordre. Dans le cas du gaussien, on va avoir tout le temps une transition de second ordre, etc. Donc ça, c'est une question qui, en fait, a été tranchée en faveur de l'universalité des résultats en fonction de la distribution du désordre, donc contrairement au champ moyen, que toutes les distributions, en l'occurrence ici symétriques, donnent les mêmes exposants. Ça a été tranché en particulier grâce aux résultats numériques que j'ai mentionnés, qui sont faits à température nulle, avec les méthodes assez puissantes, les algorithmes puissants. Et il y a toute une série de travaux qui avaient commencé avec Middleton, Fisher. Ce n'est pas eux qui ont introduit l'algorithme, ça date de bien avant, de Angles, Doriak, Ogielski, etc., dans les années 2000. Et puis toute une série de travaux de Fitas, Martin Meyer, et puis ensuite Sourlas et Picot, voilà, beaucoup plus récemment, donc, qui ont permis, entre autres, de vérifier l'universalité du comportement. Une autre question qui est importante aussi, qui a été soulevée, qui est une question qui est un peu plus complexe et un peu plus bizarre, si on veut, c'est la question de l'universalité entre le comportement critique à l'équilibre et hors équilibre. C'est-à-dire le fait de savoir si, tout compte fait, la question du bruit Barkhausen, qui est donc un problème à température nulle, un problème hors équilibre, où il y a aussi de la criticalité, si ce comportement ne serait pas décrit par le point fixe, donc dans la même universalité, par le point fixe du modèle d'Ising en champ aléatoire à l'équilibre. Donc ça, c'est une des questions aussi assez récentes qui a agité les chercheurs dans le domaine et sur laquelle nous avons aussi travaillé et répondu, je crois. Donc voilà certaines des questions qui sont restées ouvertes, et pour moi qui sont tranchées, mais encore une fois, le débat continue. Donc ça veut dire qu'il y a encore des débats qui continuent sur certains des points. Donc, comme je l'ai dit, je vais insister sur la physique en fait, du problème et qu'est-ce qu'il y a derrière la spécificité du modèle d'Ising en champ aléatoire. Donc, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait un point fixe à température nulle, ça veut dire que pour comprendre l'essentiel du comportement critique, encore une fois, sauf ce qui est du ressort de l'aspect dangereusement irrelevant de la température, il faut se placer directement à température nulle. Et la physique à température nulle, dans un système désordonné, c'est quelque chose de particulier, puisque à température nulle, on regarde donc l'état fondamental du système, et on peut, si on veut s'intéresser au problème, on peut se demander, comme l'avait fait Bernard d'ailleurs, de se demander mais qu'est-ce qui se passe si je rajoute à mon énergie ici un champ magnétique extérieur, donc ici, moins H somme sur I de SI, ou ici, en théorie des champs, on a plutôt l'habitude d'appeler ça une source, donc moins J, intégrale de phi de X, où J est une source extérieure, ou un champ extérieur, si on veut, qui va se coupler au système.
Et on peut se demander comment évolue l'état fondamental du système lorsque je mets une source ou un champ extérieur. Alors il se trouve à nouveau que c'est quelque chose qu'on peut... il y a à nouveau des propriétés, des algorithmes, etc., qui permettent de déterminer de manière quasi exacte l'état fondamental en temps polynomial pour toute valeur du champ. Et cet état fondamental, d'ailleurs, pour une distribution continue des champs aléatoires, il est presque certainement unique dans tout échantillon de taille finie. Mais quand on trace maintenant l'état fondamental en fonction de la source appliquée ou du champ magnétique appliqué, donc ça, c'était la physique à température nulle. Et je vais parler des avalanches. Donc, quand on trace dans un système de taille L, donc, par exemple, les gens obtiennent ça par résolution numérique, donc on regarde la magnétisation par l'aimantation par spin, donc si on veut remettre l'état fondamental, donc on va l'appeler... je vais l'appeler ground state, ce sera plus facile pour moi. Ground state de X, et puis en fonction de la source extérieure, le champ appliqué, qui est la même chose que H. Ce qu'on voit, c'est que, et encore une fois, il n'y a pas de dynamique ici. Ce qu'on regarde, c'est juste l'état fondamental pour une valeur donnée du champ extérieur. Bon, bien sûr, quand le champ est très négatif, ça va être négatif. Et puis ensuite, on a une courbe, mais qui est en fait une courbe en escalier. Qui passe au voisinage de 0, bien sûr, qui est une courbe en escalier. Là, je me mets pour un désordre qui est, disons, par exemple, le désordre critique. Donc, je suis au point critique dans un système très grand, mais en dimension finie, et on s'aperçoit que, en fait, il y a des sauts, ici, des discontinuités, qui sont des sauts entre deux états fondamentaux. Et il y en a tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que ces sauts, c'est ça qu'on va appeler des avalanches. Bon, il faut faire attention ici. Encore une fois, ce sont des avalanches, ce dont Bernard a parlé tout à l'heure, et dans le bruit Barkhausen hors équilibre, les avalanches ont un vrai sens dynamique. C'est-à-dire qu'on est en train, le champ magnétique, on est vraiment en train de le bouger, de tirer sur le système, et il y a vraiment, dans la réponse du système, en fonction de sa dynamique, des avalanches que l'on voit qui ont les mêmes propriétés que ça. Ici, c'est un peu plus formel. Ce sont des avalanches qui sont juste des réarrangements de configuration entre deux états fondamentaux du système. Et il se trouve que ces avalanches ont toutes les tailles, et qu'en particulier au point critique, lorsque L tend vers l'infini, elles vont même être distribuées en loi de puissance. Donc, ces avalanches sont sous-extensives, si on veut, c'est-à-dire que si je prends la taille du système qui tend vers l'infini, cette courbe va devenir lisse. Donc, ça veut dire que la taille des avalanches ici est plus divisée par le volume du système. La taille des avalanches va tendre vers 0, mais elles sont, malgré tout, distribuées en loi de puissance. Et les plus grandes avalanches dans un système de taille finie L, donc les plus grandes avalanches, ont une dimension fractale, donc elles sont percolantes sur tout le système, et elles ont une dimension fractale df, donc qui est plus petite que d, ce qui explique que dans la limite,
où L tend vers l'infini, même ces avalanches qui croissent, S max, disons, va croître comme L puissance une dimension fractale, mais au niveau de l'alimentation où on divise par L puissance D, comme df est plus petit que D, ça veut dire que tout ça va être complètement arrondi et devenir complètement lisse dans la limite où L tend vers l'infini. Il reste que ces objets sont là et qu'encore une fois, les plus grandes ont une dimension fractale. Donc ces avalanches, qu'on appelle ça parfois des avalanches statiques ou des chocs, sont un élément important de la physique à température nulle. C'est l'évolution de l'état fondamental qui est comme cela. Si le désordre est plus grand que le désordre critique, il va aussi y avoir des avalanches, mais ces avalanches, cette fois-ci, au lieu d'être coupées par la taille du système à une certaine dimension fractale, vont être coupées, bien sûr, par la longueur de corrélation du système à une dimension fractale. Si le désordre est plus petit que delta C, donc là, on est dans la région de la transition de premier ordre, c'est-à-dire ce qui va se passer, c'est qu'en plus de petites avalanches qu'il va y avoir, il va y avoir une avalanche macroscopique, cette fois-ci, qui correspond à la transition de phase du premier ordre, à une coexistence entre un état aimanté négativement et un état aimanté positivement. Voilà. Donc, pour comprendre maintenant l'effet de ces avalanches sur les grandeurs moyennées sur le désordre. Donc, sur les grandeurs moyennées sur le désordre, parce que ça, c'était dans chaque échantillon. Et maintenant, je vais vouloir moyenner sur le désordre. On peut prendre un modèle assez simple, qui est un modèle en fait en dimension 0. Donc c'est un modèle essentiellement trivial, qui par ailleurs on pourrait le faire aussi en champ moyen comme avait fait Bernard. Donc dans ce cas, on va considérer, on va minimiser quelque chose qui va dépendre du champ aléatoire et d'une source extérieure. Et pour que ce soit pas complètement trivial, on va se mettre dans le domaine où le coefficient R est négatif, c'est-à-dire où il y a 2 minima dans le système. Voilà, donc il s'agit maintenant de trouver l'état fondamental de ce système et de voir comment ça se passe. Donc c'est assez simple, hein, parce que en fonction de phi, donc on a 2 minima, phi 0 moins phi 0. Et puis, si on augmente J plus H, hein, bien sûr, c'est le minimum à droite qui va être favorisé. Et donc, le ground state, l'état fondamental, ça c'était J plus H égale 0, J plus H égale 0. L'état fondamental, hein, maintenant, alors il y avait dégénérescence, il n'y a plus dégénérescence. L'état fondamental, maintenant, va devenir plus. Si on va dans l'autre sens, il sera moins, etc. Ce qui fait que quand on trace, effectivement, en fonction de J plus H, la valeur du fondamental, en 0 exactement, il y aura ces deux valeurs, et puis on aura une courbe comme ça, et une discontinuité pour une valeur ici. Donc c'est ça, si on veut, qui est l'avalanche, entre guillemets, en dimension 0. Une avalanche un peu triviale, hein, c'est juste une discontinuité. Et on voit que ça a lieu, le H ici, c'est aléatoire, c'est-à-dire que le H, il est distribué suivant une rho de H, par exemple une gaussienne. Donc l'endroit où la discontinuité a lieu dépend de l'échantillon. On peut se demander maintenant, bon, on a une avalanche, c'est très bien, comment est-ce que je vais avoir cette signature-là dans des grandeurs moyennées sur le désordre? Donc je vais vouloir moyenner sur le désordre. Il est facile de voir que si je fais la moyenne de juste phi ground state de J ou phi ground state de J au carré, etc., en fait, je ne vais rien voir de spécial par rapport à cette avalanche. L'effet de cette avalanche va être noyé, perdu par la moyenne sur le désordre. Et la quantité la plus simple dans laquelle
une fois moyennée sur le désordre, on peut garder la trace de l'avalanche, c'est une quantité en fait, qui nécessite une corrélation entre, si on veut, deux copies du système ou le système pris avec deux sources extérieures différentes. Donc on va garder une généralisation de la fonction déconnectée qui maintenant va dépendre de J1 et de J2, qui va simplement être donc l'état fondamental en J1 plus H corrélé à l'état fondamental en J2 plus H, moins les valeurs moyennes. Ce qui est important, c'est que ce sont des copies du système avec exactement le même désordre. C'est le même désordre, mais des champs extérieurs différents. Maintenant, c'est assez facile de voir que si je prends, par exemple, J1 égale J moins delta J, J2 égale J plus delta J, et je vais être intéressé par delta J qui tend vers 0. Il y a une symétrie de permutation, bien sûr, entre J1 et J2, ce qui veut dire que la fonction déconnectée, comme fonction maintenant de J et de delta J, est une fonction paire en delta J. Donc c'est une fonction paire en delta J. Mais si maintenant on fait le calcul est très simple à faire, donc je ne vais pas le faire ici, le fait qu'il y ait cette discontinuité et ce saut à un endroit qui dépend de l'échantillon fait que quand on calcule cet objet-là, quand delta J tend vers 0, donc ça tend vers la valeur en delta J égale 0, c'est une fonction paire, mais la façon dont ça y tend, c'est en fait singulier. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un terme simplement en delta J carré, on a un terme singulier en valeur absolue de delta J. C'est-à-dire que si on trace la fonction, on a un point de rebroussement. Donc je trace la fonction en fonction de delta J. Ça, c'est ma fonction G déconnectée. On a donc une fonction qui est comme ça. Donc, on a un point de rebroussement exactement en 0. Donc, la signature des avalanches, qui sont dans chaque échantillon, se voit non pas dans les grandeurs où on prendrait des copies où toutes les sources sont les mêmes, où tous les champs extérieurs sont les mêmes, mais on a besoin pour cela de prendre des copies où les champs extérieurs appliqués sont différents. Et quand on fait la moyenne sur le désordre, la discontinuité, bien sûr, est, si on veut, amollie, mais ça prend la forme d'un point de rebroussement, donc d'un cusp, dans la dépendance fonctionnelle sur les sources extérieures. Bon, ça c'est un point important parce que la théorie de perturbation, en fait, néglige complètement cet effet. C'est-à-dire que la théorie de perturbation ne prend jamais des copies avec des sources différentes et ne se préoccupe pas de la dépendance fonctionnelle de ces fonctions de corrélation. Pour voir un peu ce qui se passe maintenant en dimension plus grande que 0, parce que ça c'était certes un peu simple, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en dimension plus grande que 0 ? En dimension plus grande que 0, on a vu que dans un système de taille grand L, j'avais donc des avalanches sur des avalanches qui avaient une dimension fractale L puissance avec une dimension fractale df. Maintenant, si je regarde, je me mets au point critique, donc exactement à delta C, dans un système de taille L, et je regarde l'aimantation totale maintenant du système. Donc, l'intégrale ddx de phi ground state de x. Donc, cette aimantation, dans un système de taille L, bien sûr. Donc, en fait, pour une distribution qui est symétrique du désordre, sa valeur moyenne va être 0. Mais
sa variance, ça va donc être l'intégrale d dx de g ground state au point x corrélée à g ground state au point x', ce qui est donc la fonction déconnectée. Donc je vais être intéressé par la fonction, ça va être la fonction déconnectée. Maintenant, la fonction déconnectée au point critique, on a vu qu'elle décroissait comme 1 sur x moins x' à la puissance d-4 plus état bar. Ça veut donc dire que l'intégrale, j'intègre 2 fois sur l'espace, donc j'ai un L puissance 2D qui va venir. Donc ça varie comme L puissance D plus 4 moins état bar sur 2. Pas sur 2, D plus 4 moins état bar. Donc pour savoir si les avalanches sont importantes ou pas au point critique, je vais vouloir comparer la taille Smax avec l'écart type racine de ml carré, donc L. Et ce que ça me dit, c'est que si la dimension fractale des avalanches est plus petite que d plus 4 moins état bar sur 2, d'après cet argument heuristique, les avalanches vont être sous-dominantes. Donc elles existent. Il y en a sur toutes les tailles, mais elles sont sous-dominantes pour les propriétés critiques du système. Si par contre la dimension fractale est égale, alors les avalanches sont essentielles. On peut regarder maintenant ce qui se passe en champ moyen. On sait faire des calculs exacts. Donc en champ moyen, on sait calculer la dimension fractale. La dimension fractale vaut 4. Donc en champ moyen, il y a aussi des avalanches sur toutes les tailles et avec une dimension fractale pour les plus grandes qui est 4. L'exposant état bar vaut 0 et on se place en dimension 6. Donc on voit qu'on a 6 d plus 4 moins état bar sur 2 vaut 6 plus 4 sur 2 vaut 5, qui est donc plus grand que la dimension fractale, qui vaut 4. Donc, en dimension 6, on s'attend à ce que les avalanches soient sous-dominantes, ce qui est compatible avec l'idée que la réduction dimensionnelle s'applique, etc. Par contre, quand la dimension va diminuer, on va s'attendre à ce qu'à un moment donné, la dimension fractale devienne égale à cette dimension-là, et que donc les avalanches vont devenir importantes. Et encore une fois, la théorie de perturbation est complètement aveugle aux avalanches et à leur effet sur les fonctions de corrélation moyennées sur le désordre, ce sont des objets qui ne sont pas pris en compte. Donc, on peut s'attendre à ce que la théorie de perturbation soit valable tant qu'on est dans ce cas-là, si ça existe, mais en tout cas ça existe au voisinage de la dimension 6, et devienne fausse à partir du moment où on a atteint la dimension où les avalanches deviennent essentielles. Donc ça, c'est pour insister sur l'interprétation physique de pourquoi il peut y avoir une brisure de la réduction dimensionnelle. Maintenant, très rapidement, je vais juste donner un petit peu de formalisme parce que c'est sur comment on peut traiter ce problème, donc, encore une fois, à l'équilibre. La question des fonctionnelles génératrices et d'insister un peu sur la question de la méthode des répliques. Donc, je ne sais plus où j'en étais, peut-être 4, on va dire fonctionnelles génératrices. Cumulant et réplique. Donc, on est intéressé par, disons, une fonction de partition dépendant d'une source externe. Donc, ça, c'est juste l'intégrale fonctionnelle de
l'action que j'ai écrite ici, et puis plus donc la source externe que l'on met. Et ça, c'est l'exponentielle d'une énergie libre. Donc si J est uniforme, c'est l'énergie libre classique de Helmholtz. Et ici, on prend un J non uniforme parce que ça permet d'engendrer, par différenciation par rapport à J, les fonctions de corrélation connexes du système. Donc W, c'est une énergie libre qui est en même temps la fonctionnelle génératrice des fonctions de corrélation connexes, donc du champ. Bien, maintenant, W dépend du désordre. Donc on peut s'attendre à ce que, dans la limite d'un grand système, le W soit éventuellement auto-moyennant, et donc qu'on s'intéresse au premier moment, qui est donc l'énergie moyenne, hein, qui est la chose qui est auto-moyennante, donc qui est une certaine fonctionnelle W1 de J. Mais pour pouvoir décrire l'effet du désordre, et en particulier pour pouvoir décrire les fonctions déconnectées que j'ai écrites là-bas, il faut plus que la valeur moyenne du désordre. C'est-à-dire qu'il faut calculer au moins les cumulants de cette fonctionnelle. Voilà, qui dépend cette fois-ci. Donc on voit que quand je dérive fonctionnellement cet objet, je vais avoir la fonction de corrélation connectée. Si je dérive cet objet par rapport à J1 au point X et J2 au point Y, je vais avoir exactement la généralisation de cet objet J1, J2 au point X et au point Y. Donc il faut absolument que je prenne en compte des cumulants de ce type où les arguments sont libres, c'est-à-dire où les sources sont différentes. C'est la seule façon de garder, encore une fois, dans des objets moyennés sur le désordre, la trace des comportements singuliers, comme les avalanches qui existent à température nulle. Alors, la façon de le faire, rapidement maintenant, c'est de modifier la méthode des répliques. Donc, la méthode des répliques, c'est qu'on prend des copies du système, toutes identiques, et puis on calcule les moments de la fonction de partition, et ça permet de faire la moyenne du log. Ici, l'idée, c'est qu'on va vouloir prendre des copies du système, ou des répliques du système, qui sont identiques, c'est-à-dire même désordre, même H, si on veut, mais couplées à des sources différentes. C'est-à-dire donc qu'on va prendre un modèle, donc on va avoir une fonctionnelle génératrice qui va dépendre, A va être le nombre arbitraire de copies qui m'intéresse, et qui va être simplement la valeur moyenne, donc, de cet objet-là. Donc, cette fois-ci, c'est la même idée que c'est des répliques, sauf que d'habitude, on a tendance à considérer que les répliques, elles viennent toutes couplées au même champ extérieur. Ici, ce sont des répliques, mais qui sont chacune couplées à un champ différent. Bon, ce n'est pas très difficile de voir que quand on fait le développement cumulant de cet objet, on a exactement les cumulants de, bien sûr, de la fonctionnelle d'énergie libre. Donc le développement, si on veut, en somme, en nombre croissant de sommes sur les copies ou sur les répliques, nous engendre exactement, ça c'est le premier cumulant de la fonction de la fonctionnelle d'énergie libre, le deuxième cumulant, le troisième cumulant, etc. Et ces cumulants, encore une fois, ce qui est important, c'est que les arguments qui sont donc des champs extérieurs, des sources extérieures, sont différents maintenant. Et c'est important puisque c'est dans la dépendance fonctionnelle sur ces arguments qu'on va pouvoir voir
ou non, par l'apparition, par exemple, d'un point de rebroussement, d'un cusp, qu'on va pouvoir voir ou non que les avalanches deviennent pertinentes, essentielles au point fixe, etc. Je m'approche de la fin, donc je ne vais pas donner plus de détails techniques sur le sujet, juste pour dire que la façon dont on a calculé les cumulants du désordre avec leur dépendance fonctionnelle, donc au point critique, c'est-à-dire qu'on veut faire du groupe de renormalisation, bien sûr, et on veut être, comme on veut garder la dépendance fonctionnelle, c'est un groupe de renormalisation qui est fonctionnel. Donc c'est la méthode fonctionnelle, et pour être un peu plus précis, dans le cas du RFIM, où la physique en dimension 6, où on a vu que les avalanches étaient probablement sous-dominantes, alors qu'en dimension 3, elles sont probablement importantes, donc les physiques sont très différentes. On ne peut pas vraiment se servir de perturbations dans un petit paramètre couplage faible ou désordre faible ou autour d'une dimension critique particulière. Donc il faut par ailleurs que ce soit un groupe de renormalisation fonctionnelle non perturbatif, donc qui permet de calculer le flot de renormalisation des, disons, premiers cumulants du désordre des fonctionnelles génératrices. Juste comme je n'ai pas du tout le temps, hélas, d'en parler, une partie est résumée, ou tout au moins il y a toutes les références sur le sujet, sur notre travail, dans cet article avec Mathieu Tissier. Et c'est une méthode qui est plus généralement utilisée, qui vient des idées de Wilson, hein, bien sûr, d'intégration progressive sur les fluctuations. Et il y a une revue tout à fait générale sur le sujet, puisque c'est utilisé dans beaucoup de domaines de la physique, par Nicolas Dupuis, une revue très récente, et collaborateur, qui n'est encore que sur Archive, sur la base. 2006 048 53. Première chose, je voudrais dire aussi que, deuxième chose, que dans certains modèles, parfois, en particulier dans le cas des interfaces en milieu aléatoire, dont Bernard a dû parler, on peut faire un groupe de renormalisation fonctionnelle perturbatif, notamment autour de la dimension critique supérieure. C'est ce qui avait été fait par Daniel Fischer à partir des années 86 et par Pierre Ledoussal et de nombreux collaborateurs, Thierry Djamarki, Kai Wiese. Et il y a, pour ceux qui sont intéressés, dans le cours d'il y a 2 ans de Bernard sur la renormalisation, il y a un séminaire de Pierre sur le groupe de renormalisation fonctionnelle perturbatif pour les interfaces en milieu aléatoire. Donc ici, c'est un groupe de renormalisation fonctionnelle non perturbatif, et je vais juste, pour conclure, donner le résultat principal, qui est une sorte de diagramme de phase. Où on peut généraliser. Donc je vais faire exactement, on avait vu qu'on pouvait faire Ising, mais on peut généraliser aussi à, comme l'a fait Bernard, à Heisenberg. Donc le modèle d'Heisenberg à n composantes en champ aléatoire. Donc on a maintenant n et d comme des variables. Et l'intérêt de ce groupe de renormalisation fonctionnelle non perturbatif, c'est qu'on peut varier n et d comme on veut. Donc d, on va partir de 2, qui est la dimension critique inférieure du modèle d'Ising en champ aléatoire, 6, la dimension critique supérieure. Donc comme a dit Bernard, ici on est en champ moyen. En dessous, il n'y a pas de transition. Ça, c'est n égale 1, Ising.
Ici, je vais mettre un 18, et ici un 2.83, 47, etc. Dimension 4. 4, c'est donc la dimension critique inférieure pour l'ordre à longue portée dans les modèles à symétrie continue, donc de Heisenberg. Ce qui se passe, c'est que voilà, on a un diagramme de phase qui est comme ça. Ici, on va mettre la dimension 5, la dimension 3. Voilà, c'est le diagramme de phase complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans cette région-là, il n'y a pas de transition du tout. Dans cette région-là, il y a une transition, mais vers un ordre à quasi longue portée. Ce qui se passe ici, c'est qu'ici, il y a un point critique, une transition, avec réduction dimensionnelle. C'est-à-dire dans toute cette région, séparée par une ligne critique, qui arrive autour de 5.1, disons pour le modèle d'Ising, dans toute cette région, à droite de cette ligne, il y a réduction dimensionnelle, c'est-à-dire que les avalanches, si on regarde la dimension fractale que l'on peut calculer maintenant, les avalanches sont sous-dominantes au point fixe. Donc elles existent, elles sont à nouveau sur toutes les échelles, mais elles sont sous-dominantes au point fixe. On peut aussi montrer que le point fixe satisfait la supersymétrie de Parisi-Sourlas dans cette région-là. Par contre, dans cette région-là, la réduction dimensionnelle est brisée, c'est-à-dire que les avalanches sont essentielles. Donc on est dans la région, on peut montrer d'ailleurs, où df vaut d plus 4 moins zeta bar sur 2, ça qui est l'interprétation physique, et on peut montrer aussi que le point fixe, maintenant, ne satisfait plus la supersymétrie de Parisi-Sourlas. Donc, voilà ce que nous donne le groupe de renormalisation fonctionnelle non perturbatif. On peut être perturbatif en 4 plus epsilon, qui permet de vérifier un certain nombre des résultats. On peut essayer de calculer la dimension fractale des avalanches en 6 moins epsilon, et ça confirme aussi les résultats, mais ça, on est beaucoup plus loin des lignes critiques. On voit cette ligne critique, elle est loin en fait, des dimensions autour desquelles on pourrait faire de la théorie de perturbation. C'est ce qui explique le fait qu'on soit non perturbatif. Et disons que, comme l'avait dit Bernard, les simulations numériques à température nulle qui ont été faites après tout notre travail, disons, confirment ce scénario où, pour le modèle d'Ising, en dimension 2, 3, 4, il est clair que la réduction dimensionnelle n'est pas valable et qu'il n'y a pas supersymétrie. Autour de la dimension 5, c'est difficile à voir en simulation, il pourrait y avoir un rétablissement de la réduction dimensionnelle. Bon, c'est exactement ce qu'on prédit ici. Voilà, c'est pour... je ne vais pas avoir du tout le temps de parler des autres questions, mais c'est juste pour dire que ce problème, qui est un problème en fait, assez formel de réduction dimensionnelle, surtout quand on le voit, quand on l'associe à un problème de supersymétrie sous-jacente, en fait, a une explication physique dans la présence des avalanches à température nulle dans ces modèles, le fait que les avalanches peuvent être ou ne pas être essentielles au point fixe, et que pour garder la trace des avalanches dans des constructions théoriques où on fait des moyennes sur le désordre, il faut absolument garder une dépendance fonctionnelle générale sur les sources ou sur les champs extérieurs. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie.